Bonjour à tous, je suis Noémie, bienvenue sur The Universe. Est-ce qu'on va parler d'un manga aujourd'hui? Yes, we fucking are! Ouais, aujourd'hui nous allons parler de Edge of Tomorrow, film sorti en 2014 et réalisé par Doug Liman, qui est donc une adaptation de la nouvelle All You Need Is Skill, sortie en 2004 et écrite par Hiroshi Sakurazaka, qui avait déjà été adapté en manga en 2014, écrit par Ryosuke Takeuchi et illustré par Takeshi Obata. Le film a donc bien été adapté de la nouvelle et pas du manga. Ça fait un peu court comme timing, je pense. Mais ici, petite note, je parlerai des deux de manière un petit peu interchangeable pour pouvoir vous illustrer les propos plus facilement. Le manga étant honnêtement une copie sur le papier ou presque de la nouvelle. Tout d'abord, parlons des scénarios avant de nous plonger dans les différences. A noter que je parlerai de la fin dans un point à part. Les hommes sont en guerre contre des aliens appelés Mimiques, Gitai en japonais, et ils se font complètement défoncer malgré leurs meilleurs efforts depuis environ 20 ans. Keiji Kiriya, jeune recrue de l'UDF, est tué dans sa toute première bataille, mais à sa grande surprise, se réveille le jour avant la bataille, coincé dans un time loop, une boucle temporelle. Il recommence la journée encore et encore, s'entraînant chaque jour un peu plus pour devenir meilleur et comprendre cette mystérieuse capacité des Mimiques, qui est devenue la sienne. Après une dizaine de resets, il se rend compte que Rita Vrataski, je déteste ce nom, il est beaucoup trop compliqué à dire, la soldate star de l'UDF qui se bat avec une putain de hache comme une patronne, a aussi cette capacité. Il se procure une arme similaire à la sienne et se rapproche d'elle. Rita se confie à Keiji, lui apprenant que les Mimiques antennes, qui contrôlent les soldats, ont la capacité, à leur mort, d'envoyer un signal dans le passé, leur permettant de voir le futur et donc de modifier leur stratégie pour éviter cette timeline. Keiji et Rita, leur cerveau ainsi modifié et enfermé dans cette même boucle temporelle, comprennent qu'ils sont eux-mêmes devenus des sortes de Mimiques antennes. Arrivés en 2015 en Allemagne, les Mimiques ont rapidement conquis la totalité de l'Europe. Après la bataille gagnée de Verdun en 2020, l'UDF, basé en Grande-Bretagne, souhaite reconquérir la France et demande à l'officier rattaché aux affaires publiques, William Cage, joué par Tom Cruise, de suivre l'invasion. Cage refuse et est envoyé de force au front, rétrogradé au rang de soldat et accusé de désertion. À sa première bataille, son squad est rapidement tué, les Mimiques ayant préparé une embuscade et étant au courant de leur arrivée. Cage utilise une mine pour tuer un gros Mimique bleu et est recouvert de son sang. Il se réveille alors la veille et se rend compte qu'il revit sa journée. Il essaye à de nombreuses reprises de prévenir son commandant, Farrell, mais ne réussit jamais. Un jour, il essaye de sauver Rita Vrataski, l'héroïne de la bataille de Verdun et interprétée par Emily Blunt, qui lui ordonne de venir la chercher à son réveil. Il va donc la retrouver et elle l'emmène auprès du docteur Carter, qui lui explique comment fonctionnent les Mimiques. En gros, deux super organismes contrôlés par un Oméga, avec les Alphas qui contrôlent les Mimiques guerriers classiques. Les Oméga resettent la journée à la mort d'un Alpha. Rita avait gagné cette capacité à Verdun et s'en était servie pour gagner la guerre, mais après avoir reçu une transfusion sanguine, avait perdu cette capacité. Il faut donc trouver l'Oméga pour mettre fin à la guerre. Vrataski entraîne sans relâche Cage pendant ses loops, jusqu'à ce qu'il ait la vision d'un barrage en Suisse où se cacherait l'Oméga. Il tente de quitter la bataille pour remplir la mission de nombreuses fois, mais Cage se retrouve bloqué dans un loop où Rita meurt peu importe ce qu'il fait, et Cage commence à être sérieusement entiché d'elle. Il se rend donc seul au barrage, mais c'est une embuscade créée par les Alphas pour lui retirer ses pouvoirs. Il se noie pour se réveiller. Il explique tout à Rita et ils se rendent au ministère de la Défense de Londres pour convaincre Brigham, le général, de leur donner l'appareil créé par Carter servant à trouver l'Oméga, mais ils se font poursuivre. L'appareil leur indique que l'Oméga est caché sous la pyramide du Louvre à Paris parce qu'on peut bien être une saloperie d'espèces invasives, mais tout de même aimer l'art. Cage est blessé et reçoit une transfusion sanguine, lui retirant la capacité de reset. Rita le libère, récupère son squad et ils partent à Paris défoncer l'Oméga. Je vous laisserai découvrir la fin dans le point prévu à cet effet, comme expliqué plus tôt. Ah, les aliens! J'avoue qu'à force d'être dans le genre un peu toute ma vie, je deviens de plus en plus critique avec les descriptions et représentations d'aliens dans les œuvres. Un alien humanoïde, c'est cool pour le budget et pour appâter le spectateur peu habitué au genre, mais en soi, on l'a vu tellement partout que c'en est fatigant. Idem pour le classique petit bonhomme vert au crâne démesuré et aux yeux insectoïdes. Et même si les deux versions des Mimiques ne se ressemblent pas du tout dans aucune des deux versions de l'histoire, elles ont toutes deux le mérite d'être un peu différentes.
Dans le manga, et c'est tiré directement du livre, les aliens sont des espèces de crapauds bouches géantes à 4 pattes bien dégueulasses et flippantes, mais alors le film, honnêtement un des designs les plus stylés que j'ai pu voir récemment au cinéma, avec une espèce de croisement entre un loup et un poulpe sous coke avec des LED de différentes couleurs suivant l'évolution du bordel, super rapide et au mouvement presque aquatique. Aidé par des CGI franchement pas dégueux, le mimique du film est beaucoup plus impressionnant, en plus d'être plus crédible en tant que bestiole existant quelque part dans l'univers. Leur hiérarchie est aussi différente. Dans le film, le mimique Oméga, le mimique ultime en gros, reset la journée dès qu'un alpha, un général, est tué. Le manga et le livre sont légèrement différents. Dans chaque bataille, les mimiques classiques sont contrôlés par les antennes qui reçoivent leurs infos d'un mimique serveur. Si le serveur est tué, l'antenne reset la journée. Le but étant de tuer tous les antennes plus le serveur. Le personnage principal. Une des différences majeures dans les deux œuvres se trouve également dans le personnage principal. Un changement certes important, mais que j'approuve totalement. Et vous allez voir pourquoi d'ici quelques secondes, calmez-vous, ça vient. Dans le manga, Keiji Kiriya s'enrôle volontairement dans l'armée, appelée UDF comme vous l'avez vu, et même s'il n'a aucune expérience de combat, il veut réellement se battre contre les mimiques qui ont envahi le Japon. Dans cette optique, il est prêt à s'abandonner totalement pour apprendre à se battre sous le commandement du sergent Farrell, et n'interagit pas autant avec Rita, en tout cas pas avant les derniers resets. En comparaison, Cage n'a jamais voulu se battre sur le terrain et est envoyé au front contre son gré, un changement que je trouve bienvenu car il permet une meilleure immersion dans ce monde chaotique avec un personnage qui nous ressemble bien plus, pas un soldat entraîné qui n'a aucune envie d'être là et qui découvre complètement le combat et son équipe. Une bonne manière d'adapter le matériau de base pour faciliter le rapprochement avec le spectateur pas forcément habitué au genre. Age of Tomorrow a en effet été pensé pour un public mainstream et pas une communauté de mangaka déjà touchée par les clichés et éléments classiques du genre. De même, dans le film, Cage n'apprend à s'entraîner uniquement parce qu'il a un faible pour Rita, ce que je déplore, mais passons, et qu'il rencontre très rapidement, et qui le prend sous son aile, et parce que la voir mourir à chaque reset est moralement épuisant pour Cage. Deux personnages donc très différents, et avec des visions de la guerre complètement à part. La guerre. Ça peut paraître con dit comme ça, mais les raisons de la guerre en premier lieu sont également différentes dans le manga et l'adaptation cinématographique. Dans le livre donc et le manga, cela fait 20 ans que les mimiques sont sur la Terre et ont été envoyés par une autre race extraterrestre pour terraformer la planète afin de la rendre habitable pour eux. Et ils n'avaient apparemment pas eu le temps de vérifier si elle était déjà occupée. Et bien que plutôt paisible à la base, le fait qu'ils bouffaient littéralement la planète en la polluant au passage a moyen plu à l'humanité et la guerre a été déclarée. Le film, lui, prend place 5 ans après l'arrivée des mimiques sur Terre. Et on n'a vraiment aucune info sur pourquoi ils sont là en premier lieu ou ce qu'ils veulent. La différence de temporalité affecte grandement les personnages et la vie des terriens en règle générale. 20 ans ou presque de guerre affectent beaucoup plus les écosystèmes par exemple, et certains personnages n'ont connu que la guerre toute leur vie, comme Rita. Alors que dans le film, tous ont connu le monde avant les mimiques, et Rita est plus âgée. De même, les mimiques du film ont une stratégie bien particulière, laissant penser aux hommes qu'ils ont gagné des batailles pour mieux les défoncer plus tard, ce qui rend les chances de survie beaucoup plus minces, et le film en paraît beaucoup plus sombre et psychologiquement cruel, bien que, en comparaison, le manga et le livre sont beaucoup plus violents. Les time loops. La capacité des mimiques à reset les journées et à créer des time loops sont aussi différentes. Dans le film, cette capacité est transmise par le sang des mimiques alpha, les généraux des batailles en gros, qui tue Cage lors de sa première bataille. A noter d'ailleurs que Rita finit par perdre sa capacité à reset dans le film. Dans le manga et la nouvelle, il s'agit de particules tachyons émis par les mimiques serveurs qui changent les personnages et le fonctionnement de leur cerveau. Rita y explique que les mimiques fonctionnent comme une espèce d'ordinateur avec les serveurs et les backups, et tuer le serveur permet de détruire tous les backups. D'où la nécessité de tuer les mimiques dans un ordre précis, ce qu'elle comprend après 211 loops. Il faut déjà y aller. Et son cerveau ayant été modifié indéfiniment, cela lui permet de garder sa capacité à reset et à être utilisé pour gagner des batailles. C'est bien mon chat, tu te fais les griffes ailleurs que sur le canapé. On valide. La fin. Bon, partie spoiler, mais je ne peux pas ne pas parler de la fin pour exposer à quel point les deux œuvres sont différentes. Donc si vous ne voulez rien savoir, même si, bon, c'est quand même un petit peu le but des versus en premier lieu, vous pouvez aller à ce timecode. Celui-ci, juste là. Ou celui-là, je sais pas de quel côté je vais le mettre, il sera là, dans ma tête. Dans le livre / manga, Keiji et Rita ont tous les deux acquis la capacité des aliens à remonter le temps et d'agir comme des mimiques antennes.
comme je vous l'avais dit plus haut. Mais du coup, cela implique que la journée va continuer à reset jusqu'à ce que l'un des deux meure. Les deux se disputent pour savoir qui est digne de porter ce fardeau et de continuer à vivre. Keiji tue Rita et devient le nouveau porte-étendard de l'UDF pour les prochaines batailles. Parce que non, ça ne règle pas la guerre et celle-ci continue donc. Dans le film, du coup, le squad se sacrifie, Rita aussi. Tué par un alpha, et Cage, dans un dernier moment désespéré, réussit à faire exploser l'Oméga, baignant dans son sang alors qu'il meurt de ses blessures, ce qui lui permet de remonter le temps et de créer une sorte de différente timeline. On le retrouve au meeting du début avec Brigham, où on apprend à la télé que les activités des mimiques ont cessé, après un mystérieux incident à Paris. Il se rend à la base, voit le squad en vie, et Rita qui ne le reconnaît pas. Une fin beaucoup plus mignonne avec la guerre définitivement terminée, et où l'humanité peut réellement se reconstruire. Bon, j'avoue, depuis le début, il y a un truc qui me chiffonne, et c'est le changement de titre. All You Need Is Kill est beaucoup plus catchy, beaucoup plus simple et plus facile à dire et à garder en tête que Edge of Tomorrow, particulièrement pour un blockbuster créé pour le marché international. Il s'avère que Doug Liman, le réalisateur, ne voulait pas de ce titre parce qu'il faisait une comédie d'action et que All You Need Is Kill était trop différent du ton qu'il voulait donner. Alors on n'a pas vraiment la même appréciation de ce que c'est qu'une comédie, hein, Doug. Il y a quelques moments sympas, ok. Mais c'est quand même relativement, dans l'ensemble, assez dark, hein, quand même, comme histoire. Pour moi, de la comédie d'action, c'est genre Hot Shot ou Red Dwarf. C'est pas ça. Mais après, chacun son humour, hein. Pour votre information, Edge of Tomorrow n'était pas non plus le choix de Liman, mais celui du studio, parce que lui voulait Live, Die, Repeat, qui est depuis apparu sur les affiches. Ce qui fait quand même plus mauvaise sitcom qu'autre chose, hein, pour moi. Et un autre truc qui me chiffonne, c'est le manque de communication sur le fait qu'il s'agissait d'une adaptation. Vous pouvez regarder sur les affiches, mis à part le nom des deux têtes d'affiche, et un petit humble brag sur le fait que c'est le mec qui a fait quand même Jason Bourne, c'est pas rien, rien n'était fait pour laisser entendre que le film était une adaptation. Ce que je trouve, franchement, pas classe du tout. Très américain en fait, genre on pique ton idée et nique ta mère, c'est la mienne maintenant. Et c'est con parce qu'en soi, et malgré toutes les différences exposées, l'adaptation est bonne et bien gérée. Les modifications apportées sont intéressantes pour le médium cinéma et pour un public plus large, autant au niveau de l'histoire que visuellement. Les mimiques sont réellement effrayants et beaucoup plus crédibles et réalistes dans le film. Avec en plus une stratégie bien définie et maligne, les personnages plus âgés rendent aussi l'histoire plus crédible, notamment pour Rita. Mais je ne peux pas m'empêcher de déplorer le manque de respect de l'œuvre originale. Sérieux, ça coûte quoi de rajouter une ligne d'après la nouvelle de Sakurazaka? Rien, que dalle. Et c'est dommage parce que réellement c'est une adaptation grand public assez intelligente, avec un vrai parti pris qui reprend le propos de l'œuvre originale tout en lui trouvant une nouvelle direction plus adaptée à son nouveau public. Des personnages forts et auxquels on s'attache véritablement. Et sans rire, le seul point négatif du film pour moi, c'est l'armure de combat, qui est genre 200 fois plus badass dans le manga, alors qu'elle a vraiment l'air pas pratique du tout dans le film. Genre, vraiment, il galère à l'utiliser, au tel point que Rita ne l'utilise pas. Comme d'habitude avec ce genre d'adaptation, l'intention est sûrement louable, même si sûrement baignée dans la thune, mais c'est pas le problème encore. Et en plus, celle-ci fait l'effort de conserver le plus possible de l'œuvre originale, en se créant un propos et une utilité différentes. Mais c'est toujours dommage de voir si peu d'attention et de lumière portée aux créateurs des histoires originales. Oui, Doug Liman en parle rapidement en interview, et encore, il parle plus de scénaristes que de l'œuvre originale. Et ça me chafouine franchement, parce qu'il n'y a aucun mal à faire une adaptation, vraiment. Et je sais que je râle suffisamment sur la propension démesurée d'Hollywood à ne sortir que des remakes ou adaptations en ce moment, mais en soi, il n'y a rien de mal à aimer une histoire et à vouloir la porter à l'écran. Vraiment rien, et j'insiste sur ce point. Par contre, je trouve ça franchement malhonnête de vouloir le cacher ou de ne pas accorder plus de crédit que ça aux auteurs originaux, ceux qui vous ont inspiré à la base. Ok, Sakurazaka a été invité sur le tournage par Liman et a l'air d'avoir apprécié son temps et l'adaptation, mais ça rend l'absence de réel crédit encore plus difficile à avaler si vous voulez mon avis. Et vous le voulez parce que vous regardez cette vidéo, vous n'avez pas le choix. Et j'espère vraiment que dans les années à venir, les auteurs de SF et d'autres pourront avoir plus de crédit sur leur travail, particulièrement les auteurs non occidentaux adaptés par des réalisateurs américains. Et pour conclure tout ça, je dirais que les œuvres se complètent. Le livre est vraiment intéressant, cruel et très violent, ce que le manga capture parfaitement. Et le film est une extension grand public, plus facile à avaler par le plus grand nombre, tout en réussissant à réadapter le propos. À l'américaniser, certes, hein, c'est pas forcément le souci, mais aussi à le rendre visuellement plus parlant.
Il y a du bon et du moins bon, et franchement, si on avait plus parlé de Sakurazaka, j'aurais été tentée de dire que c'était une excellente adaptation, assez respectueuse du matériau de base, malgré ses changements. Dommage. Voilà tout le monde, cette petite vidéo sur All You Need Is Kill / Edge of Tomorrow / Live, Die, Repeat, je crois que c'était, est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, je parle pas beaucoup de manga ou en règle générale de nouvelles japonaises sur cette chaîne parce qu'on sait comment est la communauté mangaka. Je rigole, je vous aime, les weebs, je vous aime. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo, si vous saviez que le film était une adaptation au final. Peut-être que je me suis complètement trompée sur ma vision de l'œuvre, mais voilà, dites-moi tout en commentaire. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Goodreads, sur Tipeee également si vous avez les moyens, si vous avez l'envie de le faire, bien sûr, ce n'est jamais une obligation. On se retrouve 3 fois par mois pour une nouvelle vidéo et je vous dis à bientôt dans l'univers.